Bonjour tout le monde et bienvenue à cette session. Donc aujourd'hui, nous allons parler du partage de données entre processus au niveau de 4D et nous allons surtout nous focaliser sur cette nouvelle approche que propose 4D depuis la version 17 R4 qui est les objets et les collections partagées. Donc je suis Omar Debar et je suis chef de projet dans l'équipe Professional Services au Maroc. Donc, lors de cette session, nous allons parler principalement du pourquoi. Pourquoi une nouvelle approche de partage de données entre processus au niveau de 4D? À quel besoin en fait répond cette nouvelle approche? Ici, nous allons faire aussi une petite comparaison avec l'approche des variables interprocess. Ensuite, nous allons voir le comment. Comment est-ce qu'on peut, est-ce qu'on doit en fait manipuler ces nouveaux objets et collections. Ici, nous allons aussi faire un point sur ce concept très intéressant des groupes partagés. Et nous allons voir aussi quelques points d'attention auxquels il faudra faire attention quand on manipulera ces objets et collections. Puis nous allons regarder un petit peu deux objets partagés un petit peu spécifiques qui sont le storage et les signaux. Et pour terminer, nous allons voir un petit exemple afin qu'on puisse regrouper et ou bien utiliser tout ce qu'on aura pu voir lors de cette session. Alors, pourquoi une nouvelle approche? En fait, au niveau de 4D, et depuis toujours, on utilisait les variables interprocess afin de partager les données entre processus. C'est une approche qui est assez simple, mais qui présente quelques inconvénients. Un premier inconvénient étant le fait que cette approche, les variables interprocess ne sont pas compatibles avec le mode préemptif d'exécution. Je rappelle ici que le mode préemptif est une fonctionnalité très puissante qui permet en fait de gagner beaucoup en termes de performance. Afin de voir ou bien de rappeler ce qu'apporte ce mode préemptif par rapport au mode déjà existant dans 4D qui est le mode coopératif, on va faire une petite comparaison entre ces deux modes. Donc, quand on exécute nos process en mode coopératif, ce qui se passe, c'est que déjà nos process sont exécutés dans un seul cœur. C'est-à-dire que même si on est dans une machine très puissante et multicœur, on ne tire pas vraiment parti de la puissance de cette machine puisque tous nos process ils s'exécutent dans le même cœur. Et du coup, ce qui se passe, c'est que supposons qu'à un moment T, on a lancé deux process, un et deux en même temps. Du coup, ce qui se passe, c'est que quand délance l'exécution du premier process, ce process s'exécute jusqu'à ce qu'il rencontre la commande appelée 4D, ou bien idle en anglais. Euh, En fait, cette commande peut être appelée de façon implicite ou bien explicite. Explicitement, en appelant la commande en soi, ou bien implicitement, en exécutant du code ou bien des commandes qui appellent en interne cette commande appelée 4D. Donc, ce qui se passe, c'est que quand 4D détecte la commande, il cède la main au process numéro 2 qui s'exécute aussi de la même façon et redonne la main ensuite au process numéro 1 pour qu'il complète son exécution ensuite jusqu'à ce que les deux process soient exécutés. En contrepartie, avec ce nouveau mode, avec le mode préemptif, déjà 4D délègue l'exécution de ces process à l'OS. Et du coup, le scheduler alloue ces deux process à deux cœurs différents. Et du coup, on n'est plus à une exécution au niveau d'un seul cœur. Et comme ça, ça nous permet de tirer parti de toute la puissance de nos machines multicœurs. Et ça nous permet aussi un gain de temps d'exécution très intéressant. Comme vous pouvez voir ici, au niveau de l'axe du temps, il y a une grande différence entre l'exécution dans le mode coopératif et dans le mode préemptif. Et bien sûr, en augmentant le nombre de process simultanés parallèles avec une machine multicœur,
ben, cela peut vraiment augmenter la performance de notre application. Cependant, afin qu'on puisse exécuter nos méthodes en mode préemptif, ben, il faut quelques prérequis. Un premier étant que notre base doit être déjà compilée. Ensuite, il faut que les méthodes qu'on veut exécuter en mode préemptif, ben, au niveau des propriétés de ces méthodes, ben, qu'on ait exécuté, qu'on ait coché la case peut-être exécutée dans un process préemptif. On peut aussi cocher la case indifférent, mais il y a des règles qui permettent l'exécution en mode préemptif et je vous invite là à regarder au niveau de la documentation pour voir les différents cas où on peut exécuter en mode préemptif si on a coché cette case. Et pour terminer, il faut que notre méthode et que les commandes utilisées au sein de notre méthode soient très safe. En fait, quand 4D délègue en mode préemptif l'exécution de ces process à l'OS, on n'a plus droit à appeler des commandes qui font appel à des composants extérieurs, par exemple, des commandes de plugins ou bien, dans notre cas, ben, des variables interprocess. Et du coup, les variables interprocess sont ce qu'on appelle thread and safe. Et c'est le grand avantage que nous apportent ces objets et ces collections partagées, mais c'est le fait que on peut partager nos données entre processus à travers les objets et les collections partagées, tout en gardant l'exécution en mode préemptif. Je rappelle ici que vous pouvez savoir au niveau de la documentation si une commande est thread safe ou pas en regardant si cette icône figure dans la documentation de la commande. Je rappelle aussi que au niveau de KDE, il y a plus de 1600 commandes qui sont thread safe. Donc voilà. Donc ça, c'était le premier grand point que résoudent ces objets partagés, c'est le fait qu'ils permettent le partage de données entre processus tout en exécutant nos process en mode préemptif et en bénéficiant des avantages du mode préemptif. Le deuxième point est la gestion des accès concurrents. En fait, qui dit le partage de données ou bien le partage de ressources généralement, ben, dit forcément la gestion des accès concurrents. Avec l'approche des variables interprocess, supposons par exemple que vous ayez un tableau interprocess que vous aviez défini, ben, rien ne garantit, en tout cas pas de façon automatique, que si jamais deux process accèdent à cette ressource, à notre tableau interprocess et modifient sur ce tableau à un moment T, ben, on ne sait pas en fait qui a fait quoi avant qui en fait. On n'a rien qui nous garantit que le process a été exécuté, a modifié sur notre tableau interprocess et ensuite il y a le process P qui s'est exécuté et qui a effectué ce boulot. Du coup, ben, ceci peut poser des problèmes au niveau de notre application, surtout en termes d'intégrité de données. Et du coup, afin d'assurer cette fonctionnalité de gestion des accès concurrents, ben, généralement on utilise les sémaphores. Et bien sûr, avec l'utilisation des sémaphores, ben, on fait généralement du code comme ça. On pose un sémaphore qui protège notre bout de code et ensuite on efface ce sémaphore pour permettre à d'autres process d'accéder à ce code et de l'exécuter. Le souci ici, c'est que ben déjà, si jamais on oublie d'effacer notre sémaphore, ben cela peut poser de grands problèmes et des blocages au niveau de notre application parce que le sémaphore il sera jamais libéré. Et du coup, tous les process qui viendront et qui voudront exécuter ce code protégé, ben, ils seront bloqués parce que le sémaphore sera toujours flagué en mode bloqué et utilisé ailleurs. Donc ça, c'est un premier souci. Donc rien ne nous force
à libérer notre sémaphore. Et si jamais on l'oublie, ben, ça peut poser de grands problèmes. Le deuxième point étant que quand un process vient et trouve que le sémaphore est utilisé par un autre process, ben, il est en attente. Et quand il est en attente, on le met généralement dans une boucle while qui tourne ici. Et là, en fait, le process, il tourne, il est en cours d'exécution et il consomme du temps CPU. Ce qui pourrait avoir un impact aussi côté performance. Alors, avec les objets et les collections partagées, on a une gestion un petit peu différente de cela et une meilleure gestion de cela. Euh, pour le premier point, en fait, et on viendra dans la partie suivante à l'utilisation des objets partagés, mais généralement, quand on définit un objet partagé et quand on veut accéder à cet objet en écriture, ben, on doit absolument entourer notre code avec le bloc use and use, ou bien utiliser en français. En fait, ce que fait 4D, c'est que quand vous mettez le use, ben, il vient poser un sémaphore interne qui est libéré ensuite avec le end use. La différence ici avec les sémaphores et la commande sémaphore qu'on utilise, c'est que 4D, il nous force à fermer notre bloc et à libérer notre sémaphore interne. Et du coup, si jamais on oublie de mettre le end use, ben déjà on a un avertissement au niveau du code et on a une erreur qui est générée et une erreur de compilation. Et du coup, il faut absolument qu'on ferme et qu'on libère notre sémaphore. Le deuxième point étant que quand un process vient et qu'il trouve qu'un objet partagé est utilisé ailleurs par un autre process, ben, il reste en attente d'événements. Et l'avantage, c'est qu'il ne consomme pas de temps CPU ici, comme vous pouvez voir au niveau de la figure. Voilà, donc en gros, c'était ça, les deux gros avantages de ces objets partagés, de cette nouvelle approche. Ben, c'est le fait que c'est compatible avec le mode préemptif d'exécution et ça inclut une meilleure gestion automatique des accès concurrents. Maintenant, nous allons voir comment est-ce qu'on peut et est-ce qu'on doit utiliser et manipuler ces objets. Donc, généralement, puisqu'on parle toujours d'objets, ben, on initialise notre objet avec la commande CObject et ensuite on instancie notre objet avec la commande new shared object. Ensuite, une fois qu'on a notre objet partagé et qu'on veut le partager à un process, ben, il faut le passer en argument à ce nouveau process. Donc via la commande new process par exemple, ou bien new worker aussi, on le passe en argument. Et la différence ici entre ce passage et le passage d'un objet ben, traditionnel dans 4D, c'est le fait que ici on ne fait pas de copie de l'objet en soi qu'on passe en argument, mais on fait un passage par référence. Du coup, ça nous permet de récupérer dans ce nouveau process la référence de cet objet et travailler sur l'objet en soi sans créer de copie sur cet objet. Bien sûr, ensuite, afin d'accéder en écriture à cet objet pour modifier un attribut par exemple, ben, on est obligé, comme on a dit, de mettre le bloc use and use. Cela dit à 4D, ça permet à 4D de poser le sémaphore interne et dit que ben, ce process ou bien cet objet partagé est utilisé dans ce process et tous les autres process qui voudront accéder à cette ressource, ben, ils seront bloqués jusqu'à ce que la modification soit terminée et qu'on ait passé par le end use qui libère notre sémaphore interne. Et du coup, afin de lire le contenu de notre objet, ben, on n'est pas obligé de mettre le use and use, on peut lire directement objet.attribut et ça nous récupère la valeur de cet attribut de l'objet. D'accord. Alors, comme on a vu en fait, puisqu'on a un passage pour référence, on pourrait se dire qu'est-ce qui se passe si jamais on perd les références sur cet objet? Est-ce que ça crée des leaks au niveau de la mémoire? Et du coup, comment 4D traite ce sujet sur les objets généralement?
c'est que, en fait, quand on initialise un objet, ben, cet objet, il vient par défaut avec un compteur interne. C'est la notion de reference counting, en fait. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'une fois qu'on a une première référence sur cet objet, ben, notre compteur s'incrémente de 1. Ensuite, une deuxième référence, notre compteur interne s'incrémente de 1 aussi. Une fois que la première référence est supprimée, ben, ça décrémente notre compteur. Une fois que toutes les références, qu'on n'a plus de références sur cet objet, ben, notre compteur interne est remis à 0. Et une fois que 4D détecte que le compteur interne d'un objet est remis à 0, ben, il supprime automatiquement, il libère la mémoire dédiée à cet objet. Et ceci est un mécanisme qui simule un petit peu le garbage collector dans d'autres langages. Alors, quand vous manipuleriez ces objets ou bien ces objets, ces collections partagées, il faut faire un petit peu attention à deux points qui reviennent généralement dans ce qu'on appelle la programmation concurrente. C'est quelque chose qui est commune généralement dans ce genre de programmation. Le premier point étant ce qu'on appelle les goulots d'étranglement. En fait, quand on vient et euh, quand on met notre use afin d'accéder en écriture à un objet partagé, supposons qu'on ait un traitement qui récupère un résultat et qu'on veut stocker ce résultat dans cet objet partagé. Ben en fait, là, il faut faire très attention parce que il faut pas mettre ce traitement en fait dans le bloc use and use parce que cela va augmenter potentiellement le temps de traitement dans, dans notre bloc use and use et du coup bloquer d'autres process qui viennent et qui veulent accéder à cette ressource, à cet objet partagé. Du coup, ça, c'est pas la bonne pratique, c'est pas la bonne manière de faire. Et ce qu'il faut faire, c'est il faut faire notre traitement en amont. Je dis traitement, et on peut bien avoir aussi, par exemple, un dialogue qui demande à récupérer une valeur de chez l'utilisateur. Donc, il faut certainement pas faire cela dans le bloc use and use. Et il faut se limiter en fait à un minimum de code qui soit en l'occurrence ici l'affectation de cette valeur à l'attribut de notre objet partagé. Comme ça évitera les blocages sur d'autres process et des blocages au niveau de votre base généralement. Le deuxième point étant ce qu'on appelle les deadlocks ou bien les interblocages. En fait, l'interblocage, c'est un cas spécifique qui occure quand, supposons qu'on a deux process qui tournent, le process numéro un acquérit la ressource numéro un, c'est-à-dire qu'il a mis le use, qu'on a mis le use sur le premier objet, sur un premier objet partagé. Le process numéro 2 aussi acquérit la deuxième ressource, le deuxième objet partagé, et il y accède en écriture. Si à un moment T, dans l'exécution de ces deux process, euh, le process numéro un qui a la ressource numéro un ben, demande l'accès à la ressource numéro 2 et que le process numéro 2 qui a la ressource numéro 2 demande l'accès à la ressource numéro un, ben, cela va bloquer les deux process et va causer un blocage au niveau de votre application. Donc il faut faire très attention à ce point aussi. Comme je l'ai dit, voici un bout de code qui simule un petit peu ce cas de figure. Du moment que vous avez plusieurs ressources partagées dans un process ou bien dans deux process différents et que l'accès et que l'ordre d'accès à ces objets partagés est différent entre deux process, ben à ce moment il faut faire attention à ne pas tomber dans ce cas et bloquer votre application en fait. Maintenant, nous allons passer pour parler d'une notion ou d'un concept très important qui est celui des groupes partagés. En fait, à chaque fois qu'on vient et qu'on initialise un nouvel objet partagé, ben cet objet il vient par défaut il vient avec un attribut par défaut qui est ce qu'on appelle son lock-in identifier. Le lock-in identifier
et à chaque initialisation d'un objet négatif, il peut ensuite devenir positif. Quand on voit que le locking identifier d'un objet est négatif, cela veut dire que notre objet est simple. Et quand on voit que le locking identifier d'un objet est positif, cela veut dire que notre objet est multiple et du coup il fait partie d'un groupe partagé. Afin de bien comprendre cette notion ou bien ce concept, je fais un petit schéma ici avec trois objets, un objet A, un objet B, un objet C. Bien sûr, ce sont des objets simples et du coup qui ont un locking identifier négatif, l'objet A moins 15, B moins 16 et C moins 17. Donc, si à un moment on décide de mettre notre objet B comme attribut de l'objet A, ce qui se passe c'est que les deux objets perdent leur locking identifier négatif et ils prennent le même locking identifier qui sera la valeur positive de l'objet parent. Donc là, l'objet parent, c'est le A. Son locking identifier initial était de moins 15. Une fois qu'on y a mis l'objet B, ben, on a un nouvel locking identifier de groupe qui est plus 15. Cela se traduit par, ben, si jamais on vient au niveau de notre code et qu'on met use A par exemple, ben, si un autre process essaie d'accéder à l'objet B et fait use B par exemple, ben, il sera bloqué. Pourquoi? Parce que les deux objets forment un groupe et ils ont le même locking identifier. De la même façon, si on vient ajouter un objet C à un groupe partagé, donc ce qu'on a vu au début, c'était un objet simple dans un objet simple. Maintenant, si on met un objet simple dans un objet, dans un groupe partagé, ben de la même façon, le groupe garde toujours son locking identifier. Et c'est l'objet simple qui perd son locking identifier négatif et prend le locking identifier du parent ici, qui est plus 15. Donc les trois objets auront le même locking identifier de groupe plus 15. Et du coup, si à un moment donné, ben, on décide d'enlever et de supprimer cette valeur ou bien cet attribut B, par exemple, depuis notre objet A, ben, on ne regagne pas l'objet A qui est devenu maintenant un seul objet, mais on ne regagne pas le locking identifier simple ou négatif. Non, on gardera toujours un locking identifier de groupe positif. Donc là, les trois objets garderont leur locking identifier de groupe plus 15. De la même façon ici, si on met par exemple ces objets dans le même niveau, l'objet B et C dans le même niveau dans l'objet A, ben, comme on a vu dans le slide précédent, ça fonctionne de la même façon. Les trois objets garderont un locking identifier de groupe qui est plus 15. Par contre, ce qui est interdit, c'est ben, de mettre un groupe partagé dans un objet, c'est-à-dire du positif dans le négatif. On ne peut pas mettre un groupe partagé dans un objet partagé simple. Ça, on ne peut pas faire. KD retournera une erreur si on essaye de faire ça. De la même façon, si on essaye de mettre par exemple un objet C qui a un locking identifier positif de groupe, mais qui est différent de celui du premier groupe, ben, on ne peut pas mettre cela. On peut pas mettre un groupe dans un autre groupe partagé. Ok. Donc ça, c'était un point un petit peu sur la manipulation et l'utilisation des objets partagés. Maintenant, nous allons passer pour voir deux objets partagés un petit peu spécifiques, à savoir le storage et les signaux. Alors, on commence par le storage. Qu'est-ce que le storage? On peut définir déjà le storage comme étant un objet partagé qui est spécifique et dont on connaît la référence à tout moment à travers la commande storage. Ensuite, le storage est un catalogue de références d'objets et de collections partagées. C'est-à-dire qu'on peut y mettre des objets et des collections partagées dont on peut récupérer la référence ensuite à travers la commande storage pour notre objet ou collection qu'on a mis dans notre storage. Il faut aussi spécifier que pour le storage, ben, il y a une instance pour chaque client de cet objet, c'est-à-dire que quand KD, en fait, quand un client démarre, ben, il crée cet objet dans la mémoire
et créer un seul objet par poste client. Si on est en mode client-serveur, il crée un seul objet par serveur et bien sûr un seul objet par client. Et si notre base, et si on a des composants au niveau de notre base, bon, on peut avoir un objet par composant. Donc on a trois instances possibles de cet objet, par client, par composant et par serveur aussi. Comme on a dit, le storage, c'est un objet partagé, mais il est spécifique et du coup, on y applique quelques règles un petit peu spécifiques aussi. Euh, la première règle, c'est le fait que le storage n'accepte que des objets et des collections partagées. C'est-à-dire qu'on ne peut pas y mettre, je sais pas, des types normaux, par exemple, une chaîne ou bien un entier long, etc. Bien sûr, pour accéder en écriture à un attribut du storage, on doit mettre le use and use. Le storage aussi ne partage pas son lock-in identifier. C'est-à-dire que quand on vient adhérer un objet partagé ou une collection partagée à, au storage, en fait, ben, la notion de groupe partagé ne s'applique pas ici. Parce que sinon, ben, ça poserait problème. Parce que, pardon, supposons que on ait mis deux objets partagés dans le storage et que la notion de groupe partagé s'applique ici. Du coup, les trois objets auraient le même lock-in identifier. Et du coup, à chaque fois qu'on on utilisera un seul attribut de storage qui est un objet partagé, ben, ça bloquera tout. Ça bloquera le storage en soi, ça bloquera l'objet qu'on utilise, ça bloquera le deuxième objet qui est au niveau du storage. Donc, c'est pour ça que ben, cette notion ne s'applique pas au niveau du storage. Le storage garde son lock-in identifier séparé de chacun des objets qui sont partagés avec le storage. Et pour terminer, ben, si jamais on verrouille euh, un attribut du premier niveau du storage, c'est-à-dire un objet partagé qu'on a mis dans le storage, bien sûr, cet attribut et cet objet partagé est verrouillé pour tous les autres process. Alors, on verra ici un exemple d'utilisation du storage. Donc, on voit déjà ici que, comme on a dit, on fait le use storage afin d'accéder au storage et d'y mettre nos objets et collections partagées. On crée deux objets partagés, first object et second object. Et vous voyez ici que ben, chaque objet a son propre lock-in identifier. Ensuite, afin d'accéder à un attribut de cet objet, ben, on peut directement mettre storage.nom de l'attribut et on lock cet attribut. On peut modifier dessus, bien sûr, si cet attribut n'est pas utilisé ailleurs. Quand on est en lecture, ben, de la même façon que les objets partagés traditionnels, on n'est pas obligé de mettre le use and use et on peut lire la valeur directement storage.sharedObject.attribut de cet objet. Alors, le storage, c'est bien, c'est reconnu partout dans notre application ou bien dans notre instance client, serveur ou bien composant. Mais attention, le storage vient avec un coût et il faut l'utiliser avec modération. Typiquement, il ne faut absolument pas, il faut éviter d'utiliser le storage pour vos données temporaires. On donne un exemple ici. Supposons qu'on a défini un objet partagé qu'on a mis au niveau de notre storage, qu'on vient utiliser cet objet au fur et à mesure dans notre application et qu'à un moment donné, on décide de supprimer cet objet de, de notre storage. En fait, ce fonctionnement n'est pas bon. Cela veut dire que la donnée était une donnée temporaire et du coup, il fallait faire autrement. Et là, on pourrait utiliser les objets partagés simples et on crée un nouvel objet partagé qu'on passera comme argument à notre commande new process et on peut travailler et ensuite une fois que ce process terminera son travail, on n'aura plus la référence sur cet objet et il sera détruit alors que utiliser le storage pour des valeurs temporaires n'est pas conseillé. Maintenant, nous allons passer pour parler
des signaux. Alors, qu'est-ce que les signaux? Donc, les signaux, en fait, ce sont aussi des objets partagés, mais qui sont spécifiques et qui sont munis de méthodes et de propriétés intégrées. La mission principale, ou bien le rôle principal des signaux, c'est d'assurer l'ordonnancement des process. Afin de comprendre un petit peu le fonctionnement des signaux, ben, nous allons voir un petit exemple. Supposons qu'on ait deux process, un process un process numéro un, où on définit notre signal. Bien sûr, notre signal est un objet partagé, donc on l'initialise avec le commande CObject. Eh bien, on instancie un nouveau signal qu'on met dans cet objet. Et du coup, notre objet signal est créé avec son lock-in identifier puisque c'est un objet partagé et avec une propriété ou bien un attribut qui est spécifique aux signaux qui est l'attribut signal. Donc là, on a une première référence à cet objet. Ensuite, on décide de passer notre signal, on passe notre signal en argument à notre process, à notre méthode numéro 2, à notre process numéro 2, qui vient s'exécuter. On récupère ici notre signal et bien sûr, on a une deuxième référence sur ce signal ici. Et du coup, on vient et on met la fonction membre signal.wait. En fait, cette fonction, ce que fait, c'est que quand le process s'exécute et vient et qu'il rencontre la commande signal.wait, il regarde si pour ce signal, l'attribut signal que vous avez vu est à vrai. Cela permet d'ordonnancer en fait l'exécution de ce process. Ici, on dit que on exécute le reste du process, on exécute le reste du process numéro 1 que si le process numéro 2 est exécuté. C'est-à-dire que ici, on exécute le process numéro 2, donc on a notre traitement ou bien un dialogue pour récupérer une valeur utilisateur. On vient, une fois qu'on a récupéré cette valeur, le signal étant un objet partagé, on peut bien sûr rajouter un nouvel attribut. Donc ici, on met un attribut résultat où on récupère le résultat de ce traitement ou bien qu'à retourner l'utilisateur. Donc on regarde que notre objet signal, notre objet partagé a été mis à jour et l'attribut résultat a été retourné. Et là, on applique la fonction membre trigger. En fait, ce que fait cette fonction trigger, c'est qu'elle passe notre attribut signal de faux à vrai. Et ici, ça permet de continuer l'exécution du process numéro 1. Petite remarque aussi, quand le process vient et qu'il rencontre le signal.wait et qu'il est en attente, en fait, on est en statut en attente de drapeau interne et à nouveau, on ne consomme pas de temps CPU et le process n'est pas en cours d'exécution, ce qui est bien en termes de performance aussi. Donc là, voilà, une fois que c'est exécuté, on peut récupérer notre valeur qu'on a récupérée depuis un process numéro 2 et, et continuer l'exécution du process numéro 1. Ce qui est important aussi par rapport aux signaux, à part l'ordonnancement, c'est le fait que, supposons qu'on était sur le process numéro 1, qui est un process exécuté en mode préemptif, et qu'on veut récupérer une valeur depuis l'interface utilisateur, c'est-à-dire que l'utilisateur aura à saisir cette valeur. En fait, ce qui se passe ici, c'est que par défaut, quand on exécute la commande dialogue ou bien quand on veut afficher une interface, même si on est en mode préemptif, on passe automatiquement au mode coopératif. Ça veut dire que ici, le signal nous a permis de récupérer, de continuer l'exécution du process numéro 1 au mode préemptif, tout en récupérant la valeur qui a été saisie dans un formulaire, c'est-à-dire en mode coopératif. Et cela a permis de cohabiter les deux modes tout en gardant l'exécution du process numéro 1 en mode préemptif. Donc là, afin de regrouper un petit peu tout ce qu'on a vu lors de cette session nous allons voir un petit exemple. Donc, pour notre exemple, nous allons prendre l'exemple d'un processus de validation d'un dossier pour un certain bénéficiaire. Supposons que ce processus passe par 3 étapes principales. Une étape d'éligibilité où on fait des traitements et potentiellement aussi des appels API
afin de voir, par exemple, l'éligibilité de ce bénéficiaire, par exemple. Ce qu'on peut faire aussi, une deuxième étape serait de vérifier et de valider la conformité du dossier qui a été saisi, bien sûr, en amont. Et à la fin, ben, par exemple, on pourrait avoir un process de calcul qui permet de calculer une prime qui sera donnée à cet utilisateur, par exemple. Et du coup, la validation de ces trois étapes permet la validation de ce dossier à la fin. Donc ici, je vais passer sur mon client KD pour vous montrer. Alors, je vais démarrer mon client KD ici et ma base les mots. Alors, ce que j'ai fait déjà, c'est que au niveau de la méthode base sur ouverture, j'initialise en fait mon storage avec, des valeurs dont j'ai besoin, des préférences par exemple. Moi, typiquement, comme j'ai parlé tout à l'heure d'utilisation d'API, ce qu'on pourrait imaginer, ce que j'ai mis, c'est que au niveau du dossier ressources, j'ai rajouté un dossier init data où j'ai mis un JSON ben, qui comporte par exemple les identifiants de quelques API qu'on pourrait utiliser. Bien sûr, ici, c'est juste des données qui sont fake, mais c'est juste pour passer l'idée en fait que on peut travailler de cette façon. Donc, ce que je fais, c'est que je fais mon use storage et j'utilise mon storage. Ici, je crée une nouvelle collection partagée. Ça ici. Là, j'ai une collection partagée avec au niveau du storage avec son local identifier. Storage. Voilà. Storage, ma collection partagée. Donc ici, je fais use storage.ma collection partagée. Ici, ce que je fais, c'est que je récupère mon fichier, je passe mon JSON et je récupère un tableau d'objets. Ce sont les objets qui sont sur mon fichier, par exemple, API. Et du coup, là, ce que je fais, c'est que ben, je transforme mes objets traditionnels en objets partagés. Je sais que pas mal d'entre vous ont demandé d'avoir cette fonctionnalité. En tout cas, en ce moment, cette fonctionnalité n'existe pas de façon native au niveau de 4D, mais il y a un code au niveau du Knowledge Database que vous pouvez récupérer, que j'ai récupéré et que j'ai utilisé ici, où il y a le code source pour deux méthodes, OB copy to shared object et copy to shared collection aussi. Et du coup, j'ai utilisé ces méthodes ici pour récupérer en fait mes objets et et les mettre dans le storage. Donc typiquement ici, je récupère mes objets et je les mets je les mets dans mon objet partagé API que je push ensuite dans ma collection au niveau du storage. Voilà. Donc ici, au niveau de ma collection, j'ai bien mes trois objets que j'ai renseignés sur mon fichier. Donc ça, c'est une première chose par rapport à l'utilisation du storage. Ensuite, j'ai ici ma méthode main. En fait, ce que je fais ici, c'est que ben, je lance en parallèle mes trois process, mon process d'éligibilité, mon process de conformité et mon process de calcul. Et ce que je fais, c'est que ben, je définis ici un signal, je définis mon objet partagé et je vais assigner un signal. Et au niveau du signal, je crée une collection qui permet de retourner les résultats de chaque process en fait. On va voir, ça va me servir aussi pour ordonnancer ces trois process pour que ben, le process main ne continue son exécution que si les trois process sont bien exécutés. Tout à l'heure, on a vu au niveau de l'exemple que j'ai pris pour la partie signal que j'ai ordonnancé un seul objet. Ici, on va voir
une façon qu'on peut implémenter afin d'ordonnancer, par exemple, 3 signaux, qu'on ne complète l'exécution de notre méthode que si les 3 process ont terminé leur exécution. Donc, pour ce faire, en fait, comme j'ai dit, j'ai créé une collection résultats que je remplis ici sur chaque process. Et pour en fait ordonnancer les 3 process, ce que je fais, c'est que je vérifie si ma collection résultat contient 3 éléments. Cela veut dire que les 3 process ont été exécutés. Si jamais on ne veut utiliser que, si jamais le passage ici ne dépend que de sur 3 process par exemple, on pourrait imaginer quelque chose sous forme d'un compteur, c'est-à-dire une variable ici, un entier lent, qu'on incrémente dans les process qu'on veut utiliser. C'est-à-dire que dans la suite de l'exécution dépend, et voilà, on pourrait imaginer quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'on peut jouer avec les signaux, avec un seul signal, afin qu'on puisse ordonnancer à la fin l'exécution de nos process. Donc pour revenir ici sur mon premier process d'éligibilité, donc ce que je fais ici, c'est que je récupère mon signal, bien sûr, je définis un objet partagé résultat, voilà. Et ensuite je récupère depuis mon storage le je récupère depuis mon storage en fait l'URL correspondant ou bien les identifiants correspondant à l'API auquel je vais faire l'appel. Euh, donc je vais juste mettre un point d'arrêt ici. J'exécuterai mon code. Voilà, donc j'ai mon point d'arrêt ici. Ici je récupère les identifiants de l'API dont le nom est Eligibility API. Voilà, donc je récupère ici. Vous verrez que au niveau de ma collection, au niveau du storage, j'en ai pour 3 éléments. Et ici, avec la fonction membre query, ça me permet de récupérer dans la collection. Bien sûr, c'est une collection partagée, mais ça reste en soi une collection et on peut appliquer toutes les fonctions membres qui s'appliquent aux collections normales, aux collections partagées. Donc là, on récupère notre collection partagée. Et vous remarquerez ici que, en fait, j'ai fait le push du résultat dans l'attribut résultat du signal avant de remplir mon objet résultat en soi. En fait, ici, il faut faire très attention à ce point parce que généralement, ce qu'on fait, c'est que on remplit notre objet et c'est à la fin qu'on pousse notre objet dans la collection. Et du coup, si on fait ça ici, c'est-à-dire que si moi, mon objet résultat, je le remplis dans cette méthode et on verra le contenu de cette méthode. Mais si cette ligne, on la met là, cela va nous retourner une erreur. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer le code de cette méthode qui remplit mon objet résultat. Donc, ce que je fais ici, c'est que j'ai une collection partagée message dans laquelle je mets ici un seul message, mais c'est juste pour simuler ce que pourrait retourner ou bien le traitement après ce qu'aura retourné cet appel API. Donc là, ça serait un message d'erreur comme quoi le bénéficiaire n'est pas éligible à cette offre ou bien d'autres messages d'erreur. Donc là, je remplis ma collection. En fait, puisque c'est une collection partagée et là que je construis mon objet résultat que je vais mettre dans le résultat sur le signal, là, ça crée déjà un groupe partagé. Et du coup, une fois ici qu'on a un groupe partagé, on ne peut pas le mettre dans le signal qui est bien sûr un groupe partagé parce qu'on a déjà mis le résultat qui est une collection partagée dans signal qui est un objet partagé. Donc si on voit ici signal, le signal, on trouvera qu'il a un login identifier plus 18 et résultat a un login identifier moins 20. Donc puisqu'il est négatif, puisqu'il est simple, on peut le mettre dans un groupe. Mais une fois qu'il sera positif, c'est-à-dire qu'il sera multiple, qu'il sera un groupe partagé et qu'il aura un login identifier de groupe différent de celui du signal, on ne pourra pas le mettre et KD retournera une erreur. Donc ce qui se passe, c'est que je push mon objet dans ma collection déjà et ensuite
je viens ici et je remplis en fait mon objet avec mon message, etc. Donc là, bien sûr, les deux autres process se sont exécutés. Je vais supprimer ça. Donc là, si je récupère mon objet signal, je trouve que j'ai en fait trois résultats. Le 1 et le 2 correspondent aux deux autres process qui se sont exécutés en parallèle et qui ont déjà retourné un résultat avec un message, par exemple. Des résultats positifs, c'est-à-dire que les contrôles ont été bons. Et pour le contrôle ici d'éligibilité, le contrôle est KO. Donc là, on a retourné un message KO. Et du coup, là, une fois que on détecte qu'il y a trois éléments dans notre collection, cela veut dire que les trois process se sont bien exécutés. Et c'est à ce moment où on trigger notre, notre signal en fait pour qu'il puisse s'exécuter. Et là, comme vous voyez ici, j'ai fait juste une alerte qui affiche les différents messages retournés à partir de nos différents process. Et du coup, oui, il y a aussi ce point que ici j'ai utilisé des fonctions membres. Comme j'ai dit, les collections partagées sont aussi des collections, donc on peut appliquer les différentes fonctions membres qui s'appliquent aux collections. Et typiquement ici, afin d'afficher les messages, je fais la fonction membre extract qui permet de récupérer les valeurs de messages dans mes collections dans l'objet retourné dans mon signal. Et voilà. Donc ça, c'était un petit exemple. Qui met en œuvre les différents concepts et les différents objets qu'on a vus. Bien sûr, le but ici n'est pas de créer une base métier ou autre, c'est juste de montrer comment on pourrait manipuler et jouer avec nos objets, le storage, les signaux, etc. Euh, donc ça, ensuite, ce sera libre à vous de les employer comme il faut. Voilà, donc c'était tout pour cette session à propos des objets et des collections partagées. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que vous avez apprécié le contenu.